On entame la seconde moitié du Midi Actualité. Je rappelle que vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Il est 12h36 sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors, vous savez qu'on est en pleine période électorale, une période passionnante s'il en est, n'est-ce pas? Et longtemps considéré au Québec comme le parti fédéral le plus populaire des Québécois, le Bloc vient de perdre des plumes dans quelques sondages récents. Pire même, le nouveau Parti démocratique a pris du poil de la bête, quitte même à dépasser son frère jumeau idéologique dans les intentions de vote des Québécois. Et il y avait un dernier sondage d'hier, je pense, qui donnait le NPD largement en tête par rapport au Bloc, ici même dans son bastion. Comment en est-on arrivé à cette situation inimaginable il y a à peine un mois? Mathieu Bocoté, vous êtes ici pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors oui, le Bloc, on dirait que c'est le parti naturel des Québécois, enfin, depuis depuis Mitch, très certainement. Hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut avoir une vision à long terme pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Oui. Le Bloc québécois est un parti qui a été fondé au début des années 90, en fait, à la manière d'une coalition nationaliste. Lucien Bouchard en était le chef et c'était un parti venant d'ailleurs du Parti conservateur, avec des députés plus à droite, d'autres plus au centre, d'autres plus à gauche. C'était une coalition nationaliste accrochée au contexte, finalement, de la crise constitutionnelle des années 90. Donc, il n'était pas ancré ici, c'était juste un truc circonstanciel. Circonstanciel, mais qui se présentait lui-même, d'autant plus qu'il avait l'horizon référendaire de 1980. À l'époque, on pensait l'horizon référendaire de 93, 94. Finalement, c'était 1995. Et le Bloc a été créé dans ces circonstances. Après 95, on se retrouve dans un nouveau contexte. La souveraineté n'est plus pour demain. Le Bloc doit redéfinir sa mission. Et par ailleurs, dans ce contexte, il y a une course au leadership. Une première, Michel Gauthier devient chef du Bloc, mais ensuite, surtout, Gilles Duceppe devient chef du Bloc. Et sous la direction de Gilles Duceppe, le Bloc québécois va engager une mutation idéologique, une mutation programmatique majeure, qui va l'amener à se transformer, profondément transformer son identité comme parti. Le Bloc, qui était d'abord une coalition nationaliste de centre, de gauche, de droite, mais d'abord fixée sur la question du Québec, le Bloc va devenir de plus en plus un parti d'abord et avant tout de gauche. Un parti qui va recycler le nationalisme québécois dans une forme de progressisme pan-canadien dont il se présentera comme un aspect indispensable. Et le Bloc québécois, donc, peu à peu, va se vider de ces différents éléments conservateurs, mais surtout va se réaligner sur un programme idéologique qui est à toute fin pratique à mi-chemin, pourrait-on dire, entre celui des libéraux fédéraux et du NPD. Et plus encore, au fil du temps, on l'a vu, ne serait-ce que par la complicité qu'affichaient pendant longtemps les deux chefs, Gilles Duceppe et Jack Layton, le Bloc et le NPD sont venus à développer un rapport de complicité idéologique. Le Bloc a quitté l'axe souverainiste-fédéraliste. Il demeurait souverainiste, bien sûr, mais il ne polarisait plus là-dessus. Le Bloc est devenu d'abord et avant tout un parti de gauche. Et en se situant sur l'axe gauche-droite, plutôt que sur l'axe souverainiste-fédéraliste, le Bloc créait, à long terme, les conditions de sa marginalisation. C'est la même chose que le PQ, alors, qui était, c'est un parti nationaliste, si vous voulez, ou souverainiste, si vous voulez, mais dont la souveraineté a été happée par les valeurs sociodémocrates. Très certainement, après 1995, on l'a vu, le Parti québécois, d'ailleurs, a failli se faire déclasser ensuite, dans d'autres circonstances, par l'ADQ. Bon, l'amateurisme parlementaire de l'ADQ l'a mal servi finalement. Mais dans le cas du Bloc, ce qu'on peut voir, c'est que se situant sur le clivage gauche-droite, et relativisant la question nationale, présentant même la question nationale quelquefois dans le langage gauche-droite. On en est venu à dire que qu'est-ce que c'est la question du Québec? C'est contre le Canada de droite, il y avait le Québec de gauche. Eh bien, on s'est retrouvé avec un Bloc québécois qui, peu à peu, s'est normalisé dans les paramètres du fédéralisme canadien. Encore une fois, donc. Oui, c'est l'histoire du nationalisme québécois de contribuer au renforcement du Canada. Et grâce à nous, le Canada existe. Quel honneur! Sans Trudeau, le Canada aurait-il survécu? et donc, on voit le Bloc s'aligner peu à peu à l'intérieur des paramètres du fédéralisme canadien. Et cet alignement à l'intérieur des paramètres du fédéralisme va culminer en 2008 avec l'affaire de la coalition. Parce qu'au moment de la coalition, il faut voir qu'on est dans une situation absolument loufoque. Coalition des trois partis. La coalition du NPD, des libéraux et du Bloc, finalement, qui la soutenait contre les conservateurs après les élections de 2008. Et quel est le discours du Bloc à ce moment-là? Et quel était même le discours du Bloc au début de la campagne actuelle? C'est que le Bloc se porte à la rescousse du Canada. Le Canada étant le Canada de Pearson, le Canada progressiste, le Canada de Trudeau, finalement, est en train de se faire renverser par le Canada des conservateurs. On diabolise les conservateurs à outrance en les présentant finalement comme un parti d'extrême droite.
différentes. Et dans ces circonstances, les souverainistes se présentent comme les meilleurs alliés du Canada progressiste. Les souverainistes québécois partent à la rescousse du Canada. Pourquoi voter Bloc, nous a-t-on dit au début de cette campagne? Pour sauver le Canada de lui-même. Eh bien, lorsqu'il s'agit de sauver le Canada de lui-même, en dernière instance, les électeurs finissent par préférer l'original à la copie. Ils se tournent lentement, mais manifestement avec de plus en plus d'assurance vers le NPD. Vous savez, Mathieu Bock-Côté, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre faisons un saut au début du siècle avec Henri Bourassa qui parlait du catholicisme ici. On était le fer de lance du catholicisme romain. On allait évangéliser ou corriger les matérialistes, les individualistes, les protestants, etc. Esdras Mainville aussi, écrit dans le Scandinavien français. Il y a une mission providentielle du Québec. Est-ce qu'on a la même chose maintenant, mais transposée en termes politiques? Je crois que vous mettez le doigt sur quelque chose de fondamental. On pourrait dire c'est une pathologie idéologique ou culturelle récurrente au Québec, cette forme de messianisme compensatoire. Lorsque l'indépendance ou lorsque l'existence politique, le statut naturel d'un peuple, c'est ça, on pourrait appeler l'existence politique. Lorsque l'indépendance politique ou lorsque l'existence politique se dérobe à nous, il y a une forme de compensation, de survalorisation du côté moral. Et là, c'est là qu'une forme de vieux fond du côté canadien, un vieux fonds canadien-français ressurgit, c'est ce messianisme compensatoire. Alors, pendant longtemps, il faut se rappeler, on voulait évangéliser l'Amérique au grand complet. Nous étions le petit peuple qui allait sauver l'Amérique du démon du protestantisme. Mais bien, aujourd'hui, nous avons entendu, depuis 1995, c'était à la mode, une forme de messianisme progressiste compensatoire, où on a entendu des souverainistes pendant longtemps nous dire qu'il fallait faire la souveraineté pour que le Québec soit une puissance majeure dans le développement du développement durable mondialisé, ou une puissance majeure dans la défense de la justice sociale mondialisée. Le Québec puissance mondiale. Fallait quand même de l'imagination. Même indépendant, le Québec ne serait pas une puissance mondiale. Eh bien, on a canalisé ça sur le plan canadien. Une forme de cette dépolitisation de l'option souverainiste vient avec, inversement, une moralisation du nationalisme québécois. Désormais, la vocation du nationalisme, c'est de convertir le Canada au Québec progressiste. C'est drôle ce que vous dites, Mathieu Bock-Côté, parce que ça fait penser à certaines lignes de Lionel Groulx, comme vous le savez très bien, évidemment. Et est-ce qu'il comparait ou il enviait les Juifs? On a dit des tas d'imbécilité sur son antisémitisme, et c'est tout à fait faux, je pense. Mais il disait... Les Juifs sont également le petit reste, pas le petit reste, enfin d'Israël, et qui a une mission universelle. Il y a notamment le messianisme juif très connu. Et je pense que Lionel Groulx faisait un parallèle entre ça et ce qu'il souhaitait pour le Québec, non? Alors, effectivement, on a dit un tas de sottises sur Lionel Groulx. Portait-il les préjugés de son temps? Bien évidemment. Était-il un antisémite au sens où on l'entend? Bien sûr que non. Lionel Groulx, mais donc dans son analyse du Canada français, Lionel Groulx, effectivement, ça traîne quelque part dans son œuvre. Je veux dire, ça traverse son œuvre un peu, cette tentation messianique. Cette tentation messianique, une forme de tentation rédemptrice. Parce que nous ne pouvons exister chez nous, nous nous universaliserons jusqu'à l'extinction, d'une certaine manière. Ça, c'est pas chez Groulx. Chez Groulx, le particularisme canadien-français est très présent. Mais est-ce qu'il avait conscient de ça, de la limite? Non, je crois pas. Je pense que Groulx est pris dans une époque où la question de l'indépendance politique est une hypothèse que plusieurs caressent secrètement, mais qui n'est pas encore un projet politique. Chez Groulx, l'indépendance est un horizon, ce n'est pas un projet. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation particulière. Nous sommes dans la gestion de la décomposition du projet souverainiste. La gestion de la décomposition du projet souverainiste. C'est-à-dire, après 2 échecs référendaires, il devient évident que la scène politique québécoise se réaligne peu à peu à l'extérieur des paramètres classiquement tracés par la question nationale. Donc la question, chaque élection étant finalement un pré-référendum ou un post-référendum, ça, on a connu ça pendant longtemps au Québec. C'est de moins en moins le cas. La fameuse question gauche-droite émerge, si je puis dire. Le problème, c'est que les nationalistes québécois n'ont pas été capables de faire face à cette émergence de questions gauche-droite, sinon en se jetant dans cette nouvelle polarisation gauche-droite, en allant neutraliser leur propre option à l'intérieur du progressisme. Et là, on va vouloir, si à dernière instance, la vraie question, c'est d'être progressiste, eh bien pourquoi l'être dans l'opposition plutôt qu'au gouvernement? Pourquoi ne pas faire le pari? Et c'est véritablement ça à quoi on assiste. Des souverainistes québécois qui pendant longtemps se sont donnés comme mission de transformer le Canada pour le rendre semblable à un petit Québec progressiste, eh bien on en paie le prix aujourd'hui. Pourquoi ne pas investir de véritables véhicules de ce progressisme pan-canadien? D'autant plus que ça répond à un sentiment de lassitude par rapport à l'offre politique existante au Québec. Et Mathieu Bock-Côté, je vous suis tout à fait, mais je me dis, vous dites on préfère l'original à la copie, je comprends cet argument-là, mais il me semble que au Québec, on vote québécois. Pourquoi est-ce qu'on voterait NPD
Layton est député de Hudson, je pense. Il est québécois, en fait, mais c'est tout ce qu'il y a de québécois. Je veux dire, autrement, le Bloc est infiniment plus couleur locale. Je suis absolument d'accord que les Québécois ont ce réflexe naturel de voter québécois, pour le dire. On vote pour le gars de chez nous. Ben ce qui nous a pas toujours aidé dans l'histoire. Hein. On a préféré voter pour Trudeau plutôt que pour Stanfield, parce que Trudeau, c'était les nôtres, Stanfield, c'était les Anglais, alors que Stanfield était favorable aux deux nations et à une décentralisation majeure du Canada, et Trudeau était favorable à la négation radicale du nationalisme québécois. Alors pourquoi ce réflexe autodestructeur? C'est un réflexe naturel chez les minorités que de voter pour ceux qui les représentent à l'intérieur d'un pays qui n'est jamais véritablement leur, le Canada, dans notre cas. Le problème, c'est que ce réflexe légitime de voter pour les nôtres, quelquefois en vient à ne pas s'accompagner d'un calcul politique sérieux. Eh bien, c'est ce qui fait en sorte, comme je le dis, que pendant longtemps, on s'est tourné contre nous en votant pour Trudeau contre Stanfield. Dans les circonstances actuelles, je crois que la donne se pose un peu différemment. On continue le réflexe en début de campagne. Il y a 2 semaines, cette discussion aurait été complètement inimaginable. C'est incroyable, en plus, justement, parce qu'en 2 semaines, le paysage a complètement changé. Mais il faut voir aussi un autre facteur qu'il faut mentionner dans tout ça. C'est qu'il y a une crise politique de longue durée au Québec en ce moment. Une crise politique qui s'est manifestée depuis, moi je crois qu'on peut la dater, depuis 2002, les partielles de 2002, les élections partielles de 2002, quand l'ADQ rafle 3 comtés sur 4. Et là, il y a véritablement, ça monte, on pense que l'ADQ peut s'emparer du pouvoir. En 2003, il s'effondre. Mais là, à partir de 2002, on peut faire la liste des événements. 2002, c'est une montée de l'ADQ. 2005, les Lucides. 2006-2007, crise d'accommodement raisonnable. 2006, les conservateurs percent à Québec. 2007-2008, l'ADQ réussit à percer. Il y a quelques mois, rumeur autour de François Legault. Qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'en ce moment, l'espace politique hérité de la Révolution tranquille, au-delà même de la question nationale, l'espace politique hérité de la Révolution tranquille ne réussit plus à refléter les véritables polarisations de la société québécoise. Il ne réussit plus à refléter les véritables conflits qui traversent notre société. Ce qui fait d'ailleurs que l'abstention a tendance à augmenter. Les gens se désinvestissent de l'espace public parce que l'espace public est devenu, je dirais, représentant de querelles d'hier non réglées. Eh bien, dans ce contexte, l'électorat semble se jeter sur toutes les possibilités qui se présentent à lui pour sortir de cet espace politique appauvri. Alors, un jour, c'est à droite, c'est avec l'ADQ. Un autre jour, c'est à gauche et avec le NPD. Et à l'occasion, ça peut être soit l'abstention, ça peut être soit avec les conservateurs. Mais l'électorat, en ce moment, se jette partout, à la manière un peu d'un cheval fou, peut-on dire. Il se jette partout pour espérer sortir d'un espace politique qui l'enferme dans un nombre trop étroit de choix. Et c'est dans ce contexte, je crois, c'est pour ça, d'ailleurs, je dirais qu'il ne faut pas suridéologiser le vote pour le NPD. Après l'élection, il ne faut pas